Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction par Martin Moore. Introduction par Martin Moore. Du même auteur. Thiaroye 1944. Histoire et mémoire d'un massacre colonial. Préface d'Elikia Mbokolo. Postface de Bob W. White, Presse universitaire de Rennes 2017. La Renaissance africaine, des idées à la pierre. L'infrastructure de Cheikh Anta Diop, la culture de Léopold Sédar Senghor, la sculpture d'Abdoulaye Wade. Cahier d'études africaines, volume 3, numéro 227 2017, pages 719 à 750. Comment restituer la violence? Enjeux méthodologiques et politiques quant à l'écriture des événements de Thiaroye. Les temps modernes, volume 2, numéro 693 à 694 2017, pages 87 à 110. Mobiliser le passé au temps de l'indépendance. Le cas du Sénégal, 1958 à 1980. Matériaux pour l'histoire de notre temps numéro 117 à 118 2015, pages 24 à 30. Les ressacs de la mémoire collective. Étude de cas à partir de la répression de Thiaroye 44 au Sénégal. Marie-Nathalie Leblanc et Muriel Gomez-Pérez, dire L'Afrique d'une génération à l'autre, Paris Cartala 2012, page 401 à 437. Introduction, Histoire d'un scandale. Histoire d'un scandale. En janvier 1989, le journal Le Soleil intitule un papier Ben Diogé SNPC au tribunal. 4e report. L'affaire semble sérieuse. Dans son article, le grand quotidien sénégalais explique que le réalisateur dakarois Ben Diogé Beye a saisi la justice car la Société nationale de production cinématographique, SNPC, avait rompu abusivement le contrat qui les liait quant à la réalisation du film Thiaroye 44. Si l'affaire est sérieuse, c'est d'abord parce qu'elle dure. 4 ans plus tôt, dans sa livraison du dernier trimestre de l'année 1985, le magazine Warango, un journal proche des milieux de gauche, affiche en une la photo du réalisateur et un titre, Thiaroye 44, une odeur de scandale. Ici, le scandale concerne le monde du cinéma sénégalais et implique divers protagonistes. Le film Thiaroye 44 ne sortira jamais sur les écrans, tandis que la justice donnera finalement raison au réalisateur en condamnant la SNPC à l'indemniser. Mais, en janvier 1989, on parle aussi de Thiaroye pour une autre raison. Le film Camp de Thiaroye triomphe sur les écrans sénégalais. Les réalisateurs Ousmane Sembène et Thierno Fatisso ont donc réalisé, avec les financements de la SNPC, le film pour lequel Ben Diogé Beye, accompagné de son camarade Boubacar Boris Diop, avait gagné un concours de scénario. En 1988, Camp de Thiaroye obtenait le grand prix du jury à la prestigieuse Mostra de Venise. Qu'en aurait-il été de Thiaroye 44? Nul ne le saura. La publication en 2018, près de 40 ans après son écriture, du scénario, ce squelette de l'œuvre cinématographique, permet de répondre en partie à cette question. L'édition d'un tel document est cependant à lire avec une attention spécifique. Il faut ainsi garder en tête que la chair de l'œuvre, les images tournées par la caméra, n'existent pas. Restent alors les dialogues et les intentions du réalisateur quant au plan et cadrage. Également, le contexte de l'œuvre est à prendre en compte. Dans les années 1980, la gauche sénégalaise apparaît plus que jamais divisée. Faire l'histoire de cette force sociale, à travers le prisme culturel, et plus précisément en prêtant attention aux narrations de l'histoire, coloniale et précoloniale, de la nation sénégalaise, de l'Afrique de l'Ouest, impose d'abord de jouer avec certaines temporalités historiques, en s'intéressant à la question de la durée. À la durée des faits, des événements, des processus sociaux, tout comme celle des émotions et des sentiments collectifs. Le scandale, celui qui nous intéresse, ne concerne pas le plus grand réalisateur sénégalais, l'aîné des anciens, Sembène, et cette embrouille qu'il eut avec ses cadets, Beye et Diop, dans les années 1980. Le scandale, il concerne Thiaroye. De quoi s'agit-il? Thiaroye, c'est une de ces plaies de l'histoire, triste, cruelle, injuste. Et d'une injustice qui dure. Au début du XXe siècle, cette bourgade située à une quinzaine de kilomètres de Dakar, la capitale de l'Afrique occidentale française, AOF, accueille un camp militaire. On y forme des soldats, souvent des hommes anciennement assujettis à l'esclavage de case, venus des Bolons du Saloum, des plaines du Ferlo,
de la savane des alentours de Ségou, des plateaux du pays d'Ogon, des forêts du Fouta Djallon ou encore des bords de la Volta, de toutes ces régions que l'impérialisme français tente de soumettre par la violence autant que par différentes ruses. On les forme, ces hommes que le général Mangin pensait de manière atavique comme destinés à guerroyer, pour aller se battre contre les Allemands. C'est ce qu'ils feront lors de la Première Guerre mondiale. Le théoricien de la force noire, Mangin, y gagnera ce surnom de boucher des Noirs, trouvé par le député sénégalais Blaise Diagne, lui-même pourtant extrêmement actif dans le recrutement de dizaines de milliers de tirailleurs. 20 ans plus tard, alors que nos Sénégalais sont devenus des pages d'orgueil du roman civilisationnel français, Léon Gontran Damas, l'autre homme de la négritude avec Césaire et Senghor, à rebours de ce patriotisme suintant la haine et annonçant des lendemains encore plus catastrophiques, Damas leur demande en 1937 à ses futurs mercenaires de remiser les coupes-coupes, les accès de sadisme, de taire le besoin Q'. Ils ressentent de piller, de voler, de violer, de souiller à nouveau les bords antiques du Rhin et de commencer par envahir le Sénégal. 20 ans après, en 1957, un autre intellectuel, l'historien et homme politique sénégalais Abdoulaye Ly publie un petit ouvrage Mercenaires noirs. L'expression, 3 ans avant la vague des indépendances de 1960, annonce l'ère des dictateurs présidents anciens tirailleurs sur le continent, les Bokassa en Centrafrique, Eyadema au Togo ou encore Moussa Traoré au Mali, tous marionnettes interlopes de réseaux de pouvoir partant de l'Hexagone. L'histoire des soldats africains de l'Empire français dure stricto sensu près d'un siècle. Ce corps militaire est fondé en 1857 tandis que les derniers soldats qui quittent l'armée française le font après la fin de la guerre d'Algérie en 1962. Et si l'expérience de ces troupes a pu être bien documentée sur plusieurs aspects, une contre-histoire du tirailleur, mettant l'accent sur le sentiment des appartenance comme sur la gestion quotidienne au ras des troupes de ces hommes, reste un chantier scientifique en cours. S'interroger sur Thiaroye, c'est questionner un des noyaux de la violence coloniale. C'est comprendre également en historicisant sa mémoire, comment se forment et se déforment, en une variété de gammes, les perceptions de la relation entre la France et le Sénégal, entre l'Occident et l'Afrique. C'est identifier les armes, mitrailles ou intellectuelles, qui ont été brandies sur un temps long dans ce rapport à l'autre. Mais d'abord, revenons aux faits. Le massacre de Thiaroye. Nous sommes en décembre 1944. Les tirailleurs dont il est question se sont battus pour la France en 1940. Défaits comme le reste de l'armée, ils sont faits prisonniers et après ces 4 années de captivité, ils doivent rentrer chez eux. Le bateau est parti début novembre du port de Morlaix, en Bretagne. Après une escale à Casablanca, au Maroc, ils débarquent à Dakar, au Sénégal, le 21 novembre et bientôt ils sont regroupés au camp militaire de Thiaroye, où les autorités doivent procéder à leur démobilisation en réglant le rappel de leurs soldes ainsi que divers primes. Que se passe-t-il entre le 21 novembre et le 1er décembre, jour du massacre à l'intérieur du camp? Si la documentation est abondante, certains faits demeurent à l'état d'hypothèse et ce pour une simple raison. Les sources pour enquêter sur ce crime sont presque unilatérales. Presque unilatérales et provenant des hautes autorités militaires françaises. Ce sont bien elles pourtant qui sont responsables de ce crime de guerre. Que des gradés fassent exécuter leurs propres hommes de troupe, sans sommation à la mitrailleuse, en tirant dans le tas, est une chose assez extraordinaire. Cela mérite bien quelques distorsions dans la façon dont le général Dagnan, commandant la division Sénégal-Mauritanie, le général de corps d'armée de Bois-Boissel, commandant supérieur des troupes de l'AOF ou encore le gaulliste Pierre Cournary, le gouverneur général de l'AOF, représentant donc la plus grande instance du pouvoir civil dans la fédération, pour ne citer que, vont raconter dans les nombreux rapports et courriers qui nous sont parvenus leur version des événements. Selon eux, la répression était légitime. D'ailleurs on nomme mutinerie ce qu'il vient de se produire. Les tirailleurs ex-prisonniers de guerre, conditionnés tout à la fois par la propagande allemande, les communistes et les femmes blanches, ces marraines de guerre chargées depuis la Première Guerre mondiale d'apporter un soutien moral aux troupes coloniales présentes en France, ne répondaient plus aux ordres, peut-être même souhaitaient-ils marcher sur Dakar? C'est ainsi que les autorités justifient leur acte féroce. Aujourd'hui, on sait que des rapports ont été falsifiés, et ce dès le moment où on les a rédigés. Ainsi,
Le rapport d'Agnan est disponible à la fois aux Archives nationales d'outre-mer, ANOM, et au Service historique de la défense, SHD, quand il s'adresse aux autorités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.